Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va présenter quelques éléments de base de la comptabilité des sociétés concernant la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, et plus précisément les sections 9, 10, 11 et 12 de Madame Boukhari, et plus particulièrement valable également pour tous les étudiants qui ont cette matière. D'accord? Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le corps professoral de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Également, je tiens à remercier l'ensemble des étudiants. Et comme j'ai déjà mentionné, c'est une séance introductive de la matière de la comptabilité des sociétés. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, on va essayer de mettre le focus sur les exercices du TD. Et on va commencer, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo par le premier exercice. D'accord? Et maintenant, on va essayer d'éclaircir les généralités de la comptabilité des sociétés. Donc, on va commencer par la définition de la comptabilité des sociétés. C'est quoi la définition? Également, c'est quoi une société et les types des sociétés, d'accord? Et c'est quoi les parties intéressantes de cette matière, d'accord? Donc, on va commencer par la définition de la comptabilité générale, de la comptabilité des sociétés. Comme vous le savez, la comptabilité des sociétés, c'est l'ensemble des traitements comptables. D'accord? C'est l'ensemble des traitements comptables. Ces traitements comptables réagissant des opérations spécifiques aux sociétés. D'accord? Réagissant des opérations spécifiques aux sociétés. Donc, il fait partie intégrante de la comptabilité générale. Et en effet également, les traitements de la comptabilité des sociétés utilisent les mêmes supports que ceux de la comptabilité générale. D'accord? Donc, ce sont des traitements comptables réagissant des opérations spécifiques de toute société. D'accord? La comptabilité des sociétés, il est le même principe et les mêmes enregistrements comptables de la comptabilité générale. Ok? C'est le premier point. Le deuxième point, les principales opérations que l'on rencontre dans, dans tout type de sociétés sont les suivantes. Donc, les opérations que l'on rencontre. Premièrement, c'est les opérations de constitution. C'est le premier chapitre, d'accord? C'est le premier chapitre du cours. Deuxième opération, c'est les opérations de répartition des bénéfices. Et c'est le deuxième chapitre. Et le troisième chapitre concerne les opérations de modification du capital. D'accord, c'est le troisième chapitre. D'accord, dans notre cours s'articule sur trois opérations essentielles. D'accord, à savoir les opérations de constitution, c'est le premier chapitre. Également, les opérations de répartition des bénéfices. Et le troisième chapitre concerne la modification du capital. D'accord? Il y a d'autres opérations, c'est les opérations de dissolution et liquidation. Également, il est à souligner que d'autres aspects de la comptabilité de société, tels que l'emprunt obligatoire, la consolidation, qui seront traités, Inch'Allah, dans les prochains travaux. D'accord? Donc, et avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous paraît nécessaire de rappeler certaines généralités et notions de base sur les sociétés au Maroc. D'accord? Les sociétés au Maroc. Donc, c'est quoi une société? Donc, la définition de la société s'articule sur deux points essentiels, selon deux points de vue. D'accord?
ou bien selon deux aspects. Le point de vue juridique et également il y a le point de vue économique. D'accord? C'est quoi la différence qui réside dans les deux types ou bien dans les deux points de vue? D'accord? Donc, lorsqu'on a dans l'aspect juridique, la société, c'est un contrat, d'accord? La société, c'est un contrat entre deux personnes, physiques ou bien morales, d'accord? Qui mettent en commun leurs apports afin de partager le bénéfice qui pourra résulter. D'accord? Donc c'est la définition la plus simple d'une société selon la vision juridique. Donc c'est un contrat entre deux personnes physiques ou bien morales qui mettent en commun leurs aspects ou leurs apports afin de partager les bénéfices qui pourraient être résultés. D'accord? Donc c'est la société selon la vision juridique. Maintenant, selon le point de vue économique, c'est quoi la société? Donc la société selon le point de vue économique, c'est un groupement. C'est un groupement de personnes ou bien c'est un groupement de moyens d'ordre humain, matériel, financier, sous une direction autonome. D'accord? Sous une direction autonome ou décentralisée. Ayant pour principal deux objectifs principaux. D'accord? Deux objectifs selon la vision économique. La première, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction des consommateurs. Des consommateurs. Et deuxièmement, c'est la réalisation. C'est la réalisation des objectifs. La réalisation des objectifs de l'entreprise. D'accord? Donc, ce sont les deux points de vue. L'aspect juridique, c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui mettent leurs apports afin de partager les bénéfices qui pourraient résulter. Et selon la vision économique, c'est un groupement de moyens humains, matériels, financiers, etc. Sous une direction autonome. D'accord? Ayant pour principale fonction de produire des biens et des services afin de satisfaire la clientèle ou bien les consommateurs et également pour la réalisation des objectifs réalisés par l'entreprise. D'accord? Donc, c'est la définition de la société selon le point de vue juridique et selon le point de vue économique. Le point suivant, c'est les types des sociétés. Les types des sociétés. Donc, comme vous le savez, il existe plusieurs types de sociétés. D'accord? Il existe plusieurs types. Il y a les sociétés de personnes. Également, les sociétés de capitaux. Il y a les sociétés hybrides ou bien les sociétés mixtes. Ce sont hybrides ou bien mixtes. D'accord? Et finalement, les sociétés à réglementation particulière. À réglementation particulière. D'accord? Ce sont les types de sociétés. Premièrement, les sociétés de personnes. Il y a également les sociétés de capitaux, les sociétés hybrides et les sociétés à réglementation particulière. Dans les sociétés de personnes, on trouve la société en nom collectif. D'accord? Société en nom collectif. On trouve également la société en commandité simple et on trouve la société en participation. On trouve trois types de sociétés. D'accord? Trois types de sociétés. C'est la société en nom collectif, en commandité simple et la société en participation. La société de capitaux, on trouve la société anonyme et la société en commandité par action. Donc, on va souligner la société anonyme. Dans les sociétés hybrides, on trouve la société à responsabilité limitée, SARL. Et finalement, dans les sociétés à réglementation particulière, on trouve la société d'investissement, on trouve les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives d'achat ou bien des consommations. Coopératives de consommation, d'accord? Dans notre cours, on va mettre le focus juste sur la société à responsabilité limitée et également sur la société
anonyme. D'accord? Ce sont deux types de sociétés qui nous intéressent dans notre cours et également dans les travaux dirigés. D'accord? Donc ensuite, il y a également un point très essentiel, c'est la relation qui existe entre ces deux types de sociétés. C'est quoi la relation qui existe entre la société à responsabilité limitée et la société anonyme? Quelles sont les caractéristiques de chaque type de société? D'accord? Et on va commencer également par la société à responsabilité limitée. Comme son nom l'indique, donc c'est une société à responsabilité limitée, d'accord, dirigée par un gérant et la part sociale incessible. D'accord? Ce sont les caractéristiques d'une société à responsabilité limitée. Donc, la responsabilité limitée, dirigée par un gérant, et la part sociale sont incessibles. Donc, la société anonyme. Quelles sont les caractéristiques de la société anonyme? D'accord? Donc, c'est une action négociable et cessible. Les actions, le contraire, sont cessibles et n'est pas géré par un gérant. Il existe deux types de direction. D'accord? Le conseil d'administration avec un PDG ou bien le conseil de surveillance. Conseil de surveillance. D'accord? Ce sont des caractéristiques contradictoires entre les deux. D'accord? On trouve dans la société à responsabilité limitée que les parts sociales incessibles, au contraire de la société anonyme, la responsabilité limitée et également la société à responsabilité limitée est dirigée par un gérant. C'est le contraire de la société anonyme, qu'il existe deux types de direction dans ces types d'administration. C'est le conseil d'administration avec un PDG ou bien le conseil de surveillance. D'accord? Ce sont des caractéristiques de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme. Ensuite, il y a d'autres détails de différence entre les types d'entreprises ce n'est pas l'objet, bien sûr, de la comptabilité des sociétés, mais c'est l'objet du droit des sociétés ou bien du droit des affaires. Mais on va mettre juste des éclaircissements concernant la différence entre les deux. Donc, on doit se baser principalement dans la comptabilité de société sur deux types qui m'a parlé des sociétés. C'est la responsabilité à responsabilité limitée, la société à responsabilité limitée et la société anonyme. D'accord? Donc, c'est quoi la différence qui réside entre les deux? En termes, bien sûr, de nombre des associés, des actions, les modalités de travail, etc. Premièrement, on va commencer par le nombre des associés. On va commencer par le nombre des associés. Et on va commencer par ça. D'accord? Donc, selon la loi 05/96 et modifiée par la loi 24/10, la première différence réside sur le nombre des associés entre SARL et l'ASA, la société anonyme. D'accord? Le nombre des associés dont la responsabilité limitée, c'est 50 personnes. D'accord? Selon la loi. C'est 50 personnes selon l'article 27. D'accord? C'est le nombre maximum. Par contre, dans la société anonyme, c'est le minimum 5 personnes. Le minimum 5 personnes. Le minimum. D'accord? Notez bien. Donc, selon la loi, si le nombre des associés dépasse 50 personnes dans la société à responsabilité limitée, elle doit se transformer obligatoirement en société anonyme dans un délai du maximum de 2 ans. D'accord? Si le nombre de personnes dépasse 50 personnes dans la société à responsabilité limitée, elle est dans l'obligation de modifier
de modifier le statut d'une société à responsabilité limitée à une société anonyme. D'accord? Et en cas, bien sûr, de refus, il y a la dissolution. D'accord? C'est le premier caractéristique des deux. Donc 50 personnes, on trouve 50 personnes comme le nombre maximum dans la société à responsabilité limitée et 5 personnes minimum dans la société anonyme. D'accord? Concernant, concernant le capital. Concernant le capital. Le capital dans les sociétés à responsabilité limitée est fixé par les associés, divisé en parts sociales à valeur nominale égale. D'accord? Donc, il n'y a pas un minimum du capital social. Donc, il était 10 000 dirhams, mais maintenant, il n'y a plus. D'accord? Par contre, dans les sociétés anonymes, donc le capital minimum, c'est 3 millions de dirhams. Si elle fait publiquement appel à l'épargne. D'accord? Si les sociétés, c'est quoi fait publiquement appel à l'épargne? Donc le capital qu'on a minimum, c'est 3 millions de dirhams. Si elle fait publiquement à l'épargne, c'est 300 000 dirhams. D'accord? Au contraire. Donc l'appel publiquement à l'épargne, si l'entreprise, bien sûr, s'engage à inciter les autres entreprises pour l'investissement. Donc c'est une entreprise de publicité commerciale ou bien une entreprise côté bourse. D'accord? Donc ce sont les deux types et la relation qui existe ou bien les caractéristiques qui s'articulent entre ces deux types de sociétés. Donc c'est pas notre objectif dans notre cours, mais maintenant on va mettre le focus sur ce qui est nécessaire. Et on va commencer. Et on va commencer par les apports. C'est quoi les apports purs et simples? Les apports à titre onéreux. Et également euh, les apports mixtes. D'accord? Donc, l'aspect comptable. Et avant de traiter ces différents types des apports, l'aspect comptable, c'est le point suivant. D'accord? Donc, la comptabilité doit constater les promesses d'apport. Une capitale faite par les associés. D'accord? Donc, dans l'aspect comptable, on commence par la promesse. La promesse d'apport au capital faite par les associés. La réalisation de ces promesses ainsi que les frais de constitution qu'on a déjà présentés dans l'aspect juridique et qu'on va expliciter dans l'aspect fiscal. D'accord? Donc c'est quoi la promesse d'apport? C'est quoi? Donc la promesse d'apport, ce sont des promesses faites par les associés en vue de mettre en commun certains biens constituant les apports. De point de vue comptable, ces biens peuvent prendre les formes suivantes. D'accord? Donc, on a la définition de la promesse d'apport. La promesse d'apport, ce sont des promesses faites par les associés en vue de mettre en commun certains biens constituant les apports. D'accord? On a les biens peuvent prendre les formes suivantes. On a apport, les apports en numéraire. On a les apports en industrie. On a l'apport en nature. D'accord? Donc c'est quoi la définition de chacun de ces apports? Donc on va commencer par les apports en numéraire. Donc l'apport en numéraire, c'est bien l'espèce, l'argent en espèces ou bien la banque, chèque bancaire. D'accord? L'apport en nature, c'est l'immeuble, stock de marchandises, matériel informatique, matériel industriel, etc. Donc ce sont les immobilisations incorporelles ou bien corporelles de l'actif. Et finalement, c'est quoi l'apport en industrie? L'apport
en industrie, l'associé apporte, c'est-à-dire un associé apporte son travail, ses compétences ou bien ses connaissances, d'accord, son savoir-faire. Donc ce type d'apport est difficilement évaluable et ne fait jamais partie du capital de la société. En industrie, l'apport en industrie. L'apport en industrie. L'apport en industrie, on a ce type d'apport est difficilement évaluable. Il ne fait jamais partie du capital de la société. Il est même strictement interdit aux associés de la société anonyme. Donc, strictement interdit concernant la société anonyme. D'accord. Et n'est possible que pour la société à responsabilité limitée. D'accord. Donc, le premier point est clair. C'est la promesse d'apport. On a la promesse. Ce sont des promesses faites par les associés en vue de mettre en commun l'ensemble des biens pour constituer les apports. D'accord. Donc, on a les biens peuvent prendre forme numérique, numéraire, d'industrie ou bien de nature. Ce sont des apports en nature, numéraire ou bien industrie. On a les apports en numéraire, c'est en espèces ou bien chèque bancaire. Les apports en nature, c'est les meubles, stocks de marchandises, etc. Et les apports en industrie, c'est le savoir-faire, la compétence et la connaissance. Et ensuite, après la promesse, on trouve la libération des apports. La libération. La libération des apports. يعني قلنا الأولى la promesse. Deuxièmement, libération des apports. C'est quoi la libération des apports? Il s'agit de la réalisation des apports promis. D'accord? La réalisation des apports promis par les associés. D'accord? Il s'agit de la réalisation des apports promis par les associés. Il peut être soit total, dans le cas des associés apportent immédiatement la totalité des biens promis, soit partiel. Et dans ces cas, les associés réalisent une partie de leurs promesses, le reste étant ultérieurement apporté. Donc, شنو قلنا هاد la réalisation des apports promis soit كتكون totalement libéré, donc immédiatement ou bien partiellement. Donc lorsqu'on parle des apports en nature, c'est obligatoirement, immédiatement et totalement libéré. Par contre, on trouve l'apport en numéraire, il y a soit immédiatement ou bien partiellement. D'accord? Selon les appels de l'entreprise. D'accord? La libération doit être immédiate ou intégrale. Pour les apports en nature. Donc immédiate ou bien intégrale. Quel que soit le type de la société. D'accord? Tania, seuls les apports en numéraire. Les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés. Le reste étant apporté dans un délai de 3 ans maximum. D'accord? Donc les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés, mais le reste étant apporté dans un délai qui ne dépasse pas 3 ans. D'accord? Pour la société anonyme. Les actionnaires de la société anonyme doivent libérer au moins le quart. Au moins. D'accord? Le minimum légal. C'est lors de la constitution. D'accord? Donc, concernant la promesse à la libération des apports, c'est quoi? Les comptes à utiliser. Donc la constitution suit la même logique comptable quelle que soit la catégorie de la société, à l'exception de quelques particularités. Les comptes à utiliser, soit dans la promesse à la libération, il y a le compte associé, compte d'apport en numéraire. Il y a également associé compte
d'apport en nature. Il y a également 11 capital social. 19 actionnaire capital souscrit non versé, appelé non versé, appelé et non versé. Et également 64,62 actionnaire capital souscrit non 11,19 non appelé. Non appelé. D'accord. Pardon. 11,19 actionnaire capital souscrit non appelé. 34,62 actionnaire capital souscrit appelé et non versé. D'accord. Donc, ce sont les comptes à utiliser. Premièrement, les associés compte d'apport en numéraire, associés compte d'apport en nature. Il y a le capital social et également actionnaire capital souscrit non appelé et actionnaire capital souscrit appelé et non versé. D'accord. Ce sont des comptes très intéressants. Donc, on a vu la promesse d'apport, la libération des apports et ensuite les comptes à utiliser. Et tout ça, selon, on a l'aspect comptable. D'accord. C'est l'aspect comptable. L'aspect comptable. Ensuite, selon l'aspect fiscal. L'aspect selon l'aspect fiscal. Toute constitution de la société, toute constitution entraîne la perception de droits d'enregistrement. D'accord. Et constitution de l'entreprise dépend des droits d'enregistrement. Droits d'enregistrement. D'accord. Dont le taux varie en fonction de la valeur et la nature des apports de capital. Donc, le droit d'enregistrement varie selon la nature et les apports en capital. D'accord. Sur le plan fiscal, ces apports peuvent prendre les formes suivantes. Donc, selon l'aspect fiscal, ces apports peuvent prendre les formes suivantes. D'accord. Premièrement, des apports à titre pur et simple. D'accord. Premièrement, on va commencer par les apports à titre pur et simple. Représentent la transmission, d'accord, d'un ou plusieurs éléments d'actifs à une société nouvellement constituée. Donc, c'est l'ensemble des éléments d'actifs plan comptable. D'accord. Donc, celui-ci n'est pas grevé par des éléments du passif, juste l'actif. D'accord. N'est pas grevé des éléments du passif. D'accord. En contrepartie de ces apports, les associés ou les actionnaires reçoivent des droits sociaux, c'est-à-dire des parts sociales ou bien des actions. D'accord. Donc, c'est le premier type des apports. C'est l'apport à titre pur et simple. Qulna représente la transmission d'un ou bien plusieurs types d'éléments d'actifs à une société nouvellement constituée. Et celle-ci n'est pas grevé par des éléments de passif. D'accord. Ce sont des points très intéressants. En contrepartie, ces apports, des apports à titre pur et simple, les associés ou bien les actionnaires reçoivent des droits sociaux, c'est-à-dire des parts sociales. Les éléments d'actifs, ils peuvent être sous forme d'argent, marchandises, créances clients, matériel, d'immeubles, fonds de commerce, etc. D'accord. Donc ils peuvent prendre les formes. Le deuxième type, c'est les ATO, apports à titre onéreux. Apport à titre onéreux. C'est quoi
l'apport à titre onéreux, ce sont des apports grevés de dette. D'accord? Ce sont des apports grevés de dette. Et prise en charge par la société créée. D'accord? Les dettes sont prises en charge par la société qui est nouvellement créée. D'accord? Ce sont des éléments du passif du bilan. Donc, c'est donc les ATO. Donc, on a l'actif qu'on nous greve le passif. Là, ce sont des apports grevés de dette. D'accord? هما واحد la marchandise, واحد الماتériel كتكون مازال فيه un crédit. D'accord? Et le troisième type, ce sont des apports mixtes. Les associés ou bien les actionnaires apportent généralement un ensemble d'apports en société qui intègrent à la fois l'actif ou bien les passifs. Ces apports sont considérés comme des apports mixtes. D'accord? Des apports dans une partie à titre pur et simple et l'autre partie à titre onéreux. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est une mixité entre les apports purs et simples et les apports à titre onéreux. Le dernier point qu'on va essayer de traiter, c'est les frais de constitution. Les frais de constitution. D'accord? Donc les frais de constitution couvrent bien sûr les droits d'enregistrement et de timbre, droit de mutation, droit de mutation. Il y a ce qu'on appelle la taxe notariale et autres frais. D'accord? Donc ces deux derniers points, c'est concernent les frais de constitution. Ils couvrent les droits d'enregistrement et de timbre, la taxe notariale et d'autres frais qui intègrent la constitution des sociétés. D'accord? Donc pour récapituler ce qu'on a déjà fait dans cette séance, on a déjà commencé par la définition d'une société. C'est quoi une société? Selon la vision juridique et selon la vision économique. Ensuite, on a vu les types des sociétés, les quatre grands types de sociétés. Et on a mettre le focus juste sur la société anonyme et la société à responsabilité limitée. Et ensuite, on a vu quelques caractéristiques de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée. Quelles sont les caractéristiques qui différencient chaque type de société. Ensuite, dans le point suivant, on a vu les trois types d'apports. Les trois types d'apports en numéraire, en nature et en industrie. Et c'est quoi la relation entre ces trois types? On a ces deux types est valable pour la société anonyme et le dernier est strictement interdit dans ce type de société. Mais les trois valable pour la société à responsabilité limitée. D'accord? Et ensuite, on a vu l'aspect fiscal. Là avant l'aspect économique, l'aspect comptable, c'est la promesse d'apport dans l'enregistrement comptable. La promesse d'apport est la libération des apports. On a vu là les apports en nature doivent être totalement libérés. D'accord? Et ou bien les apports en numéraire doivent partiellement libérés. D'accord? Soit totalement, immédiatement, ou bien partiellement, mais le minimum légal c'est le 1 quart. D'accord? Dans un délai qui ne dépasse pas, bien sûr, 3 ans. Et finalement, on a vu l'aspect fiscal.
l'aspect fiscal qui comporte bien sûr des apports qui peuvent être prendre les formes des apports à titre onéreux, des apports purs et simples, des apports à titre onéreux et finalement des apports mixtes. D'accord? Et on a vu là la relation qui existe entre ces deux types. On a les APS, ce sont des éléments d'actifs. Les ATE, ce sont des éléments grevés, des éléments du passif et grevés de dette. D'accord? Ces apports grevés de dette est pris en charge par la société qui est nouvellement créée. Et les apports mixtes, on a les apports dont une partie, dont une partie à titre pur et simple et l'autre partie à titre onéreux. D'accord? Et je veux remercier